si la Pologne légalisait l'avortement et laissait passer les migrants à ses frontières, ils auraient beaucoup moins de problèmes avec les institutions européennes. Oui. Voilà, donc ça c'est évident. Ça s'inscrit dans le contexte plus général de pression exercée par Strasbourg et Bruxelles sur la Pologne et aussi bien sûr sur la Hongrie. Y a-t-il un droit à avorter jusqu'au terme de la grossesse un enfant handicapé ? C'est la question aussi difficile que provocante à laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a accepté de répondre. De nombreuses requêtes arrivent depuis la Pologne à la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. Alors, quels sont les problèmes soulevés par la loi polonaise en matière d'avortement ? Et tout cela relève-t-il des droits de l'homme ou plutôt de l'instrumentalisation de la Cour européenne des droits de l'homme ? Nous en parlons ce soir dans Le Droit en débat avec Gregor Pupin, directeur de l'ECLJ, et Louis-Marie Bonneau, chercheur associé à l'ECLJ. Alors Gregor, commençons par le contexte polonais peut-être. Que dit aujourd'hui, je pense que les auditeurs ont entendu parler de la Pologne, de manifestations, d'événements par rapport à l'avortement, mais quelle est la situation exactement légale en Pologne aujourd'hui ? Alors en Pologne, effectivement, le tribunal constitutionnel polonais, par une décision du 22 octobre 2020, a jugé qu'il est contraire à la dignité humaine de avorter un fœtus, un enfant, à naître, au seul motif qu'il est handicapé. D'accord. Donc c'est une décision importante qui s'oppose à l'avortement eugénique en Pologne. Mais alors, est-ce que l'avortement est légal en Pologne ? Dans quelles circonstances est-ce qu'il est légal ? Alors de ce fait, en prenant cette décision, le tribunal constitutionnel a réduit les possibilités d'avortement à 2 cas. En fait, aux cas dans lesquels la conception de l'enfant est illégale. C'est-à-dire qu'elle résulte d'un viol, d'un inceste, ou alors lorsque, bien sûr, la grossesse met en danger la vie de la mère. Et donc l'avortement, bien sûr, en Pologne est toujours possible lorsque la vie de la mère est en danger, même au-delà un peu sa santé, on va dire plus généralement, et puis lorsque la grossesse résulte d'un viol ou d'un inceste. En revanche, lorsque l'enfant est trisomique, et c'est quand même là la plus grande partie des hypothèses ou des cas dans lesquels il y avait des avortements eugéniques, maintenant en Pologne, l'avortement n'est plus possible au seul motif du handicap de l'enfant. Et en jugeant ainsi, en fait, la Pologne s'est alignée sur une évolution assez sensible que l'on perçoit en droit international, notamment du fait de l'adoption de la Convention sur les droits des personnes handicapées, qui de plus en plus tend à reconnaître que l'avortement ne peut pas être causé uniquement en raison du handicap de l'enfant, parce qu'un tel avortement est une discrimination, une stigmatisation des personnes handicapées. Le Comité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, très clairement, a affirmé que ces lois qui prévoient l'avortement pour le seul motif du handicap sont des violations des droits des personnes handicapées. Donc en droit, c'est ça, j'allais vous demander la justification de la Cour constitutionnelle, c'est une question d'eugénisme en fait. C'est une question de respect de la dignité des personnes, et en particulier des personnes handicapées, en disant ce n'est pas à soi seul un motif légitime pour avorter. Les enfants handicapés, en particulier les enfants trisomiques, qui sont l'immense majorité des enfants avortés en raison du handicap, méritent de vivre. En revanche, le tribunal constitutionnel a demandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement, d'aide, de soutien aux familles qui ont des enfants handicapés. Donc c'est vraiment le sens du respect de la vie humaine, de la dignité des personnes handicapées, la volonté de ne pas stigmatiser, et c'est parfaitement en ligne, encore une fois je le répète, avec le comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Et donc bien sûr ça provoque des tensions, parce que d'autres gouvernements ou d'autres comités, même des Nations Unies, évidemment ont toujours prévu un avortement eugénique. C'est une question qui est ancienne. Déjà, lors de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, une des rédactrices avait demandé que soit prévue une exception d'avortement en cas de handicap. Eh bien, à l'époque, ça avait été refusé formellement au motif qu'une telle exception eugénique était trop proche, avait-on dit à l'époque, des lois nazies. Et donc voilà, c'est un débat ancien, et aujourd'hui on peut se réjouir d'une meilleure prise de conscience du caractère fondamentalement eugénique d'un tel avortement, et donc le débat maintenant est ouvert, et c'est la situation qui est maintenant portée à la Cour européenne des droits de l'homme. Et justement, des personnes se plaignent
de cette décision. Il y a de nombreux Polonais qui soutiennent bien sûr ces mesures, mais aussi de nombreuses personnes qui sont contre. C'est très clivant comme en France. Et justement, ces femmes qui sont venues à la Cour européenne des droits de l'homme, de quoi se plaignent-elles? C'est l'eugénisme? Qu'est-ce qui les dérange? Voilà, la Pologne est vous savez, la Pologne fait l'objet de critiques fortes des lobbies de l'avortement depuis de nombreuses années. En Pologne, l'avortement a été réduit lorsque le pays a retrouvé sa liberté. L'avortement avait été au préalable introduit en Pologne par le régime nazi comme une mesure de lutte démographique, en fait, dans le but de limiter la croissance démographique de la population polonaise, puis a été maintenue à l'époque soviétique. Et donc lorsque la Pologne s'est libérée du joug soviétique, eh bien, elle a aussi rejeté cet avortement qui lui avait été imposé par des puissances extérieures. Donc pour la culture polonaise, l'avortement, c'est une pratique imposée par les nazis puis les soviétiques dans le but de leur nuire, de limiter la population polonaise. À l'inverse, la Pologne, avec sa liberté, et conformément à sa culture chrétienne et catholique, a souhaité soutenir les familles, etc. Voilà. Et donc mais toutefois, les lobbies de l'avortement, insistent pour essayer de condamner la Pologne. La Pologne a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme dans les années 2000 sur la question de l'objection de conscience. Et maintenant, les mêmes lobbies de l'avortement, qui sont principalement des lobbies étrangers, américains et autres, initient des procédures à la Cour européenne des droits de l'homme pour essayer de faire condamner la Pologne en raison donc de son interdiction, abolition de l'avortement eugénique. Mais alors, on revient au fond des affaires tout de suite, mais j'en profite pour demander à Louis-Marie. Grégoire Pupin affirme que ce sont peut-être pas tellement des femmes, mais des lobbies qui viennent à la Cour européenne des droits de l'homme. Quels sont les éléments tangibles qui permettraient de tirer une telle conclusion aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a des éléments tangibles qui montrent des éléments des preuves de manipulation et d'instrumentalisation de la Cour aujourd'hui. Alors depuis la décision du 22 octobre 2020 du tribunal constitutionnel polonais interdisant l'avortement eugénique, des femmes polonaises se sont organisées autour d'un mouvement qui s'appelle la Grève des femmes, pour protester contre cette décision. Leur logo, leur symbole est l'éclair rouge. Et donc c'est ce logo, ce symbole qui s'oppose d'une certaine manière à la décision du tribunal constitutionnel. Et alors il se trouve que sur les réseaux sociaux, des membres du greffe de la Cour européenne des droits de l'homme s'affichent sur leur photo de profil, etc., avec cet éclair rouge apportant un soutien tacite à cette contestation de femmes polonaises. C'est choquant parce que les membres du greffe doivent être particulièrement neutres et indépendants sur ces affaires sensibles, d'autant plus que des requêtes sont déposées par ces femmes polonaises sur cette décision constitutionnelle polonaise. 12 femmes ont déposé des requêtes, par exemple, se disant victimes de cette décision. Or, il apparaît que cette histoire est un petit peu trouble, puisque elles ne sont en réalité pas victimes. Certaines des requérantes sont enceintes et ne veulent pas avorter, puisque leur enfant est en bonne santé, etc. D'autres ne peuvent pas ou ne veulent pas avorter. On se retrouve avec, en réalité, un motif d'étonnement. Et ce qui se passe, c'est que sur le terrain, vous avez des ONG qui sont financées par des grandes fondations extra-européennes comme l'Open Society. Donc vous avez par exemple FEDERA, la Fédération du planning familial européen, qui a touché entre 2017 et 2020 près de 500 000 € de l'Open Society Foundation aux États-Unis pour faire du militantisme juridique devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc les 12 requêtes dont je viens de vous parler, ce sont les avocates de cette fédération qui les ont introduites avec un argumentaire assez particulier. Elles ont demandé aux requérantes d'invoquer leur crainte de tomber enceinte si, dans le cas d'une future grossesse, leur enfant était handicapé et qu'elles ne pouvaient pas avorter pour ce motif, etc.
Donc les femmes qui ont porté plainte, en ne fait, sont ne pas sont victimes. pas enceintes, ne sont pas En fait, victimes. Ouais. Oui, C'est ça. Effectivement, elles ne sont pas victimes. Non, il faut bien comprendre effectivement Oui. ce qu'a expliqué Louis-Marie. C'est il y a eu donc cette décision, évidemment une volonté ensuite de contrer cette décision de la part des lobbies et l'organisation d'une stratégie. Cette stratégie, elle est conçue et mise en œuvre par des ONG polonaises avec la collaboration et le soutien financier de fondations étrangères, notamment l'Open Society. Ensuite, ces organisations trouvent entre guillemets des requérantes pour saisir la Cour européenne et leur fournir l'argumentaire, sauf que ces affaires sont montées de toutes pièces et en fait elles sont vides, puisque ces requérantes, eh bien, en fait, ne sont pas des victimes de la loi du tribunal de la décision du tribunal constitutionnel, elles sont même pas enceintes, voilà, donc on voit bien le montage, on va dire, de l'affaire. Qui est conduit à cette... Alors ce qui est étonnant, surprenant, c'est que la Cour européenne ait accepté ces affaires. Voilà, j'allais vous dire, si ces affaires sont montées de toutes pièces, qu'elles ne tiennent pas la route et qu'elles sont vides, comment ça se fait que la Cour européenne des droits de l'homme... Alors il y a plusieurs les explications reçoive à cela. Premièrement, une première explication possible, c'est qu'il s'agit d'une question médiatique. Et donc la Cour peut très bien estimer qu'elle doit se prononcer parce que voilà, il y a une attention dans la société polonaise. Mais on a aussi observé qu'en d'autres occasions, la Cour a rejeté des affaires médiatiques, notamment en France, la vaccination avec ces milliers de personnes qui l'avaient saisie. Ensuite, la Cour peut aussi, et elle a déjà montré par le passé son attention particulière à la question de l'avortement en Pologne, avec toujours une attitude conduisant à encourager, faciliter un élargissement de l'accès à l'avortement en Pologne, alors même qu'il n'y a pas de droit à l'avortement en droit des droits de l'homme. Selon la Convention. Il faut le rappeler, l'avortement est une exception au droit à la vie, n'a jamais été un droit de l'homme et ne peut pas l'être. Et puis ensuite, l'autre explication, eh bien, elle est partielle, mais il faut tenir compte du fait qu'effectivement, plusieurs membres polonais du greffe de la Cour ont pris position, non pas implicitement, mais explicitement en faveur de ce mouvement de contestation de la décision du tribunal constitutionnel, que ces membres du greffe sont en relation possiblement avec les requérants, puisque certains ont travaillé dans les mêmes organisations non gouvernementales. Et voilà, et donc on sait comment ça fonctionne, que lorsque les gens se connaissent, ils sont du même pays, et il faut aussi savoir qu'une requête polonaise est traité à la Cour par des membres du greffe polonais. D'accord. Des membres du greffe dont certains ont affiché leur soutien... Et dont certains membres du greffe polonais ont affiché leur soutien explicite à ce mouvement de contestation. Donc il y a... Si j'étais l'État défendeur, si j'étais le représentant de la Pologne, je serais très inquiet. Enfin, disons que je serais ennuyé. Parce que je verrais là une possibilité de manquement au devoir d'impartialité. Et vous avez mentionné, Grigor, quelqu'un du greffe qui aurait des liens avec les gens qui ont déposé les requêtes. Est-ce que vous avez... Effectivement, les avocates qui ont déposé les requêtes, les avocates de Federa, sont aussi collaboratrices chez une autre organisation qui s'appelle la Fondation Helsinki. Et alors il se trouve que certains membres du greffe de la Cour européenne des droits de l'homme sont d'anciens membres de cette fondation, et c'est alors également le cas de certains juges de la Cour européenne des droits de l'homme. 7 juges entre 2010 et 2021 ont été collaborateurs au cours de leur carrière des comités Helsinki. Donc il pourrait y avoir en quelque sorte des relations amicales qui se sont forgées. Des relations informelles, ça paraît évident, parce que voilà, mais même une ancienne membre du greffe, alors qu'elle n'est plus en fonction, mais qui était l'une des organisatrices principales des manifestations pour l'avortement en Pologne, et qui était membre de alors je sais plus comment ça s'appelait, la Brigade révolutionnaire féministe polonaise, enfin, vous imaginez. Et elle était donc en position de recevoir les requêtes polonaises. D'accord. Et donc si aujourd'hui, et de les traiter. Si aujourd'hui cette personne envoie une requête à la greffe, au greffe de la Cour, on imagine qu'elle a peut-être encore des amis qui travaillent. Ensuite, évidemment, c'est comme dans toute institution. Après ça, d'une part, il y a les relations personnelles, il y a les centres d'intérêt, il y a les convictions, mais plus généralement, il faut rappeler que les membres du greffe doivent être, comme pour toute juridiction, soumis à un devoir de neutralité et de réserve, et que là, manifestement, ce n'est pas le cas sur ce sujet.
Voilà, et ça, je dis que ça peut être l'une des explications de ce traitement de ces affaires, mais ce n'est évidemment pas la seule. Vous estimez que ces affaires reçoivent un traitement de faveur par rapport aux autres affaires qui arrivent à la Cour? Je dis qu'il n'y a pas d'urgence, en fait, parce que ces femmes, la Cour traite ces affaires un peu comme une priorité, alors que manifestement, il y a une vraie question quant à leur recevabilité, puisque ces femmes ne sont pas victimes de cette décision. Tout au plus, elles pourraient être potentiellement un jour concernées. Et puis, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Mais peut-être que la Cour estime qu'il y a une urgence politique à le faire. Et comme vous le savez, les instances européennes sont en guerre, entre guillemets, contre la Pologne. Très clairement. Ça pourrait s'inscrire même évidemment. Si la Pologne légalisait l'avortement et laissait passer les migrants à ses frontières, ils auraient beaucoup moins de problèmes avec les institutions européennes. Oui. Voilà, donc ça c'est évident. Ça s'inscrit dans le contexte plus général de pression exercée par Strasbourg et Bruxelles sur la Pologne et aussi bien sûr sur la Hongrie. Et ça ça fait partie de ce mouvement politique. Le but évidemment c'est d'obtenir la condamnation de la Pologne sur tous ces sujets hautement symboliques politiquement. Et c'est pas un peu audacieux ou risqué de la Cour européenne, on va dire, comme ça, de prendre le risque de laisser des membres du greffe afficher leur soutien à des manifestations? Je pense qu'ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas vu. Non, mais vous savez, il y a 750 juristes au greffe, la plupart, membres du greffe. Il y a énormément de jeunes contractants qui sont des de jeunes personnes tout frais et moulues des études de l'université, qui ont comme tout le monde des comptes Facebook. On peut pas surveiller tout le monde. Voilà, donc je pense il est nécessaire de rappeler aux membres du greffe, ne serait-ce que pour que les parties aux affaires puissent avoir confiance, l'exigence de prudence, de retenue dans l'expression publique de leurs opinions lorsque ceci concerne des affaires qui sont traitées à la Cour.